Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va se focaliser à présent sur la question qui taraude les marchés, c'est va-t-on tout droit vers la récession ou pas? Et vous, vous inclineriez plutôt pour la seconde option, pas de récession. Oui, alors on a été très prudent, on était très en dessous du consensus toute l'année, donc on a joué les pessimistes. Là, effectivement, il y a plusieurs économistes qui commencent à vous dire « Ouh là là, on va en récession ». Nous, on n'y croit pas. Une des raisons principales, c'est que le policy mix a beaucoup changé. Le policy mix, en jargon d'économiste, c'est la politique économique, qui a deux volets, un volet budgétaire et un volet monétaire. Et en fait, cette politique économique, ce policy mix, était négatif pour la croissance jusqu'à la fin de l'année dernière. Il devient positif. Si on rentre dans les détails, regardez par exemple, je vous ai amené un graphique sur l'impact des budgets européens sur la croissance. Entre 2011 et 2014, l'impact est négatif de manière assez marquée, parce qu'on a des déficits très importants, il faut les résorber, etc. Donc, pression fiscale accrue. Voilà, alors vous avez deux solutions, soit vous augmentez les impôts, ce qui est mauvais pour la croissance, soit vous baissez les dépenses, ce qui est mauvais pour la croissance aussi. Donc, et c'est comme ça que vous générez... Et on a eu un peu des deux. Exactement. Alors oui, c'est important d'ailleurs, on a eu plus de réduction de dépenses que d'augmentation d'impôts en Europe de manière générale, ce qui est inhabituel. Mais en tout cas, on a eu un impact sévèrement négatif. Alors en 2012, on n'en parle pas, mais disons qu'entre 2011 et 2014, ça a été très net. Exactement. Après 2014, les budgets ont très peu évolué. Avec la croissance, les déficits se sont résorbés spontanément. Depuis cette année, on a un stimulus budgétaire qui est faible. C'est 0,2% du PIB. Ce n'est pas énorme, mais on passe en positif. Donc mais ça peut suffire, excusez-moi Stéphane, mais est-ce que ça peut suffire à porter à bout de bras une croissance qui est un peu anémique aujourd'hui? Non, 0,2%, je suis désolé, ce n'est pas un chiffre extraordinaire, loin de là. Mais moi, ce que je vois, c'est des budgets qui ont beaucoup baissé, des déficits qui ont beaucoup baissé, donc des marges de manœuvre en Europe. Deux, un vrai besoin d'infrastructures vertes en particulier. Trois, il y a une espèce de petite musique qui est en train de monter, même en Allemagne, sur le thème de relance budgétaire, de relance d'infrastructures, etc. Donc mon 0,2, une fois de plus, il n'est pas extraordinaire en taille, mais il a un potentiel d'augmentation et il va continuer à soutenir l'activité. Encore faut-il que les Européens parviennent à s'entendre, ce qui n'est jamais gagné. Bien sûr. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui aide la croissance. Mais si on a une énorme récession comme en 2009, ce qui n'est pas notre scénario, le 0,2% sera beaucoup trop faible. Donc vous voyez, je pense que c'est un élément qui est positif, mais qui n'est pas suffisant si on a vraiment un choc très important à absorber. Mais alors, vous parliez de policy mix, et la question tout de même du jour, c'est de savoir si on va basculer ou pas en récession. Donc là, vous nous dites, OK, ça soutient la croissance, mais ça ne suffit pas à ériger une digue contre toute récession, mouvement récessif. Alors, est-ce que la politique monétaire, policy mix c'est budgétaire et monétaire, est-ce que la politique monétaire peut, elle, nous permettre d'éviter le pire? Je pense qu'il y a là aussi un changement très très fort. Si vous vous souvenez, l'année dernière, en 2018, la Fed montait les taux. Au début de l'année, on parlait de normalisation à la BCE, c'est-à-dire d'une augmentation des taux qui reviendrait à zéro. En fait, si vous regardez, la Fed a baissé les taux, la BCE a baissé ses taux et relance le QI, mais alors pour de très bonnes raisons, on est obsédé par la Fed et la BCE, qui sont les deux plus grandes banques centrales dans le monde. Moi, je suis 45 banques centrales dans le monde. Il y en a 23 qui ont baissé les taux, plus de la moitié, 23, sur juste le troisième trimestre. Et vous avez des très grosses. Vous avez l'Inde, vous avez le Brésil, vous avez le Mexique, l'Australie, la Russie, etc. Donc il y a vraiment une lame de fond globale d'assouplissement monétaire, de baisse des taux, qui devrait soutenir la croissance globale, même si on a un peu l'impression que dans certains pays, la zone euro par exemple, on est un peu arrivé au bout de la logique en termes de ce que la politique monétaire peut faire. C'est ce que j'allais vous dire, Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, certes, les banques centrales lâchent du lest, et vous donniez le chiffre, 23 d'entre elles l'ont fait au troisième trimestre, mais déjà leurs marges de manœuvre tendent à se réduire, pour les principales. Et puis deuxièmement, on est de plus en plus dubitatif quant à l'efficacité de ces politiques. Tout à fait. Alors ça, l'argument vaut en particulier pour la zone euro.
C'est pour ça que je pense regarder au-delà de la zone euro et des États-Unis est très important. Des marges de manœuvre au Brésil, en Inde, en Chine, en Australie, il y en a encore beaucoup. Donc si c'était uniquement la Fed et la BCE qui devaient soutenir la croissance mondiale, je m'inquiéterais. Là, une fois de plus, l'effort est très très largement partagé et donc vous portez à bout de bras une économie mondiale qui a tendance à fléchir à l'heure actuelle. Alors, cette combinaison de politique budgétaire et de politique monétaire, selon vous, donc, pourrait nous prémunir contre la récession? C'est un des éléments. Alors, pour moi, l'industrie est en récession, déjà. Enfin, les chiffres sont là. Et la question, c'est est-ce que cette récession industrielle va se propager aux services, ce qui est traditionnellement le cas? Non. Alors, j'ai regardé sur les États-Unis, parce qu'on a des données depuis la Seconde Guerre mondiale, donc plus d'un demi-siècle de données. Vous avez 2 fois plus de récession dans l'industrie que vous n'avez de récession de PIB. Pourquoi? Donc la contamination n'est pas obligatoire. Ça marche une fois sur 2 seulement. Donc, ce n'est pas obligatoire, effectivement. Après, le problème que nous avons, c'est si vous regardez les chiffres allemands, la production industrielle atteint un plus haut en novembre 2017, donc il y a quasiment 2 ans, et on a baissé de 6% depuis ce moment-là. Donc vous voyez, ce n'est pas une mini-récession. On a souvent des cycles de stock, c'est-à-dire des industriels qui produisent un petit peu trop, qui se retrouvent avec des stocks, qui coupent leur production pour réduire leur stock. Et ça vous crée une mini-récession de quelques trimestres. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus pérenne, malheureusement, de beaucoup plus lourd. Et c'est là où la contamination peut être plus importante que ce qu'on entend. Pour l'instant, les services tiennent. Pour l'instant, on a des créations d'emplois, donc on génère du revenu, donc de la consommation. Donc si vous voulez, le moteur, il y a plusieurs cylindres qui sont grippés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout de même, en fait, cette récession industrielle est beaucoup plus profonde? Alors, si on parle de l'automobile, ce qui semble évident d'avancer, c'est qu'on est face à un changement de modèle aussi. Et que là, la phase d'adaptation peut durer. Ce qui est compliqué, c'est que je pense qu'il y a des facteurs structurels et des facteurs conjoncturels. Structurel, c'est ce que vous disiez. Les dépenses, par exemple, de recherche pour l'industrie allemande ont quasiment doublé en 10 ans parce qu'il faut passer à la voiture électrique, parce qu'il y a beaucoup plus de coûts. Et donc, il y a quelque chose de vraiment structurel sur ce secteur-là. Il faut rajouter l'élément conjoncturel, qui est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, donc le ralentissement du commerce international, qui lui aussi est en récession, et ça qui peut repartir rapidement. Mais vous voyez, c'est là où ça devient compliqué, parce qu'il y a une partie qui est transitoire, et donc qui peut amener un rebond rapide, et une partie qui est plus structurelle, où en fait ça peut peser sur la croissance beaucoup plus. Nous, l'impression que l'on a, c'est que vous avez un gros tassement de croissance. C'est pour ça qu'on était pessimiste au début de l'année. Mais une fois de plus, c'est un tassement de croissance. Ce n'est pas suffisant pour nous pour passer en récession avec la dynamique qu'on a à l'heure actuelle. Alors, très bien, mais considérons les 2 principaux moteurs de l'économie mondiale, que sont la Chine et les États-Unis. Ils émettent l'un et l'autre simultanément des signaux négatifs. On a eu les chiffres d'inflation en Chine. Les prix à la consommation ont bondi de 3% en septembre. On n'avait pas vu ça depuis belle lurette. Alors, c'est une augmentation imputable notamment à l'envolée des prix du porc. Plus de 69% de hausse sur les prix du porc en septembre. Dans le même temps, et ça c'est tout de même très intéressant, c'est qu'on a une baisse de 1,2% des prix à la production qui indique bien que les choses ne se passent pas très correctement dans le secteur industriel dont on sait qu'il pèse considérablement dans la construction du PIB chinois. Donc d'un côté, vous avez des industries qui emploient beaucoup de gens qui vont mal, et puis de l'autre, vous avez un renchérissement du coût de la vie. C'est pas bon pour la consommation en Chine. Oui, complètement. La question, c'est où est-ce que vous mettez le curseur dans le pessimisme? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous racontez nous amène à une récession parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de mauvaises nouvelles, ou est-ce qu'il faut juste dire la croissance va se tasser de manière très marquée, mais on ne passe pas en négatif? Nous, c'est la deuxième implication qui nous semble être la bonne façon de voir la conjoncture actuelle. Mais vous avez raison, le PIB chinois va croître à moins de 6% probablement l'année prochaine, ce qui, entre parenthèses, est normal. Ils ont rejoint le WTO, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Ils ont connu des taux de croissance à 14% juste après. On ne peut pas croître à 14% pour toujours. Donc petit à petit, ça se tasse.
Mais c'est la même chose sur les États-Unis. La croissance aux États-Unis a été dopée l'année dernière par les baisses d'impôts. Elle est bien en deçà cette année. On devrait aussi avoir un tassement l'année prochaine. Donc vous voyez, la question c'est, il faut être prudent. La question c'est où est-ce que vous mettez le curseur en termes de pessimisme. Pour nous, on n'est pas à un niveau qui pousse à une récession mondiale à l'heure actuelle. On est juste sur des niveaux de croissance qui sont effectivement faibles, en partie pour les raisons que vous avez mentionnées. Alors je sais bien qu'on peut avoir raison contre tout le monde, et les exemples abondent sur le marché, mais qu'est-ce que vous faites des 322 milliards parqués par les investisseurs dans des fonds monétaires ces 6 derniers mois? Est-ce que ça, ce n'est pas une indication tout de même que le marché ne croit pas du tout à ce scénario du simple ralentissement? Le marché est extrêmement prudent. Alors vous faites allusion aux chiffres américains. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'il y a eu 25 milliards de sorties des fonds actions sur le 3e trimestre, ce qui est énorme, et des flux très importants sur les fonds obligataires et les fonds monétaires. On a eu 118 milliards de collectes. De fonds on monétaires. en discutait avant de tourner cette émission sur les fonds obligataires, et on en a eu 225 milliards sur les fonds monétaires sur le simple 3e trimestre. Donc effectivement, les marchés sont extrêmement prudents. Il y a d'autres indicateurs. Si vous regardez les hedge funds américains, par exemple, leur exposition au marché est au plus bas depuis 5 ans. Oui, et puis on commence à avoir des problèmes de liquidité aussi sur les hedge funds. Alors vous allez me dire, c'est peut-être de la tambouille de financiers. Non, en fait, c'est bien parce qu'on a un problème aussi sur les marchés. Je pense que ce qui se passe, c'est le marché n'est pas en mode récession. Si on était vraiment en mode récession, les taux seraient encore plus bas, vous auriez un marché qui craque. Je rappelle quand même que les principaux indices boursiers américains ont fait plus 1% grosso modo sur le 3e trimestre. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas non plus un vent de panique. Donc je pense que le marché pour l'instant nous dit l'avenir est beaucoup moins intéressant que ce qu'on a vu sur les années précédentes, mais on est très très loin du mode de panique à l'heure actuelle. Dit autrement, une récession, c'est toujours possible. Il y a toujours des chocs qui peuvent arriver. Imaginez qu'il y a un problème au Moyen-Orient, que le pétrole soit à 150 demain matin, évidemment on est en récession. Mais je pense que la charge de la preuve, elle est plutôt sur les pessimistes. C'est-à-dire que la dynamique spontanée de mon économie, c'est un ralentissement, un très fort tassement de la croissance. On reste en positif. Si vous avez un choc extérieur, alors ça peut être un Brexit qui se passe mal, ça peut être des négociations entre la Chine et les États-Unis, ça peut être quelque chose d'autre, problème au Moyen-Orient. Là, évidemment, vous partez en récession. Mais je pense qu'il faut un choc de plus extérieur pour vraiment avoir une récession mondiale. Bon, et en tout cas, je renvoie les internautes à notre autre interview, puisque là, on parle de marché et de ce que l'on peut faire dans ce contexte qui n'est pas simple, on le reconnaîtra. Stéphane, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse. Merci.